Alors pourquoi on purifie et on recharge des cristaux? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que dans leur environnement naturel, les pierres elles sont déjà connectées les unes avec les autres dans la roche et elles n'ont pas d'influence d'énergie négative, notamment d'énergie négative humaine. Ça, c'est la première raison. Le fait est que quand on les sort de cet environnement, dans ce contexte, eh bien là, du coup, elles sont en interaction avec les humains et elles ont besoin de se recharger de temps en temps et d'être purifiées d'abord, c'est-à-dire de se défaire de ces énergies négatives et puis ensuite de retrouver cette énergie qui est la leur et de simuler un petit peu leur environnement naturel initial. Le deuxième, c'est que ce processus de purification et de rechargement est un rituel. En fait, on l'hérite des rituels de purification chamanique et du coup, il a l'objectif de réunir les quatre éléments, la terre, l'air, le feu et l'air, dans un rituel de purification. Donc, ça va être très intéressant, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, en fait, de ritualiser son quotidien et de mettre en place des petites actions qui vont nous permettre, en fait, de connecter plus facilement avec la pierre. Et ce rituel, il a aussi cette vocation-là. Alors, comment purifier mes cristaux? Eh bien, il y a deux manières de faire. Par l'eau de source, avec ou sans sel, préférentiellement du sel de l'Himalaya, ou par fumigation en suivant le rituel chamanique que je vous présentais tout à l'heure. Il y a des pierres, évidemment, en fait, toutes les pierres ne vont pas pouvoir être purifiées de la même façon. Il y a des pierres même qui n'ont pas besoin d'être purifiées du tout. La cyanite et la shungite. Ces pierres-là, en fait, tout simplement, elles ne absorbent pas les énergies négatives, elles les bloquent. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, elles seront pas, il n'y aura pas d'interférence avec les énergies humaines. Donc, pour le coup, il n'y a pas de problème et il n'y a jamais besoin de les purifier. Ensuite, il y a des pierres, donc à gauche du verre d'eau. Celles-ci sont des pierres qui ne supportent pas l'eau, tout simplement parce qu'en fait, les mettre dans l'eau, ça va les altérer. Ça veut dire qu'elles vont se dégrader au fur et à mesure, elles vont perdre. Quelque part, elles vont un peu se dissoudre dans l'eau. C'est le cas du chrysocole, de la malachite, de la sélénite, de la turquoise et de l'hématite carrément qui rouillent dans l'eau. Il y en a d'autres, l'aragonite, etc. Je ne vous ai pas toutes présentées ici, mais en tout cas, déjà, les principales sont ici. Ensuite, il y a des pierres qui ne supportent pas le sel, parce qu'encore une fois, le sel, l'eau plus le sel, ça va altérer ces pierres, qui sont des pierres en général tendres, et du coup, ça va les altérer, c'est-à-dire les dégrader au fur et à mesure. Elles vont s'éroder. Ou alors, également, parce qu'en fait, dans certaines... symboliquement, le sel est un symbole de destruction, et du coup, en fait, le fait de les associer avec certaines pierres, ça va créer une interférence énergétique. Donc des pierres qui ne supportent pas le sel, donc par exemple des pierres tendres comme l'apatite, la holite, la calcite, toutes les calcites, la célestine, la rhodochrosite, l'ambre, et puis des pierres dont l'association est plus symbolique, comme le lapis lazuli, comme la moldavite, comme l'œil du tigre et les variations de l'œil du tigre, comme le cristal de roche, qui est plutôt une purification encore positive, alors que celle, pour le coup, aura une connotation un peu négative, la prénite, qui est une pierre aussi qui est assez tendre, et la kunzite. Voilà, ça c'est des pierres, par exemple, qui ne supportent pas l'eau salée. Et puis il y a les pierres pour lesquelles il n'y aura pas du tout de problème. En général, toutes les pierres de la famille des agates, ou de la chalcédoine, donc onyx, cornaline, et puis les différents jaspes, les quartz roses et citrine et améthyste, il n'y a pas de problème. La bradorite, la plupart des feldspaths, l'aigle-marine, le grenat, voilà, ce genre de pierres-là, il n'y aura pas du tout de problème. Et puis, il y a une petite particularité encore, c'est qu'il y a des pierres qui vont être tellement puissantes, qui vont tellement absorber de l'énergie négative qu'elles auront besoin d'être purifiées très régulièrement. C'est le cas des obsidiennes. Les obsidiennes, on l'a vu, c'est une pierre de déblocage, c'est une pierre qui va vraiment absorber beaucoup d'énergie, qui est une très bonne pierre de protection, mais c'est aussi une pierre qui est très puissante. Et du coup, ce genre de pierres-là, elles ont besoin d'être purifiées de manière très régulière. La purification des pierres par fumigation, le principe, c'est de réunir les quatre éléments, eau, terre, air, feu, dans ce rituel. La coquille d'ormeau, c'est préférable une coquille d'ormeau à une coquille Saint-Jacques parce qu'elle a une valeur symbolique chamanique. Cette coquille d'ormeau, elle va représenter l'élément eau, la pierre, l'élément terre, ce qu'on va brûler et le feu qui va être réalisé avec cet élément végétal qu'on va brûler, ça va être le feu, et puis la fumée représente l'élément air. Donc on va brûler un élément végétal qui est soit de la sauge blanche, soit du bois de Palo Santo,
Ces deux éléments végétaux sont des éléments qui étaient brûlés, qui étaient utilisés dans les rituels chamaniques et qui sont encore utilisés aujourd'hui par les Amérindiens. Donc, sauge blanche de Californie par les Amérindiens du Nord, et puis Palo Santo par les civilisations précolombiennes, Inca et les civilisations précédentes. Donc, on va brûler ce Palo Santo ou cette sauge blanche un petit peu. Ça va créer une petite braise. Ensuite, on va l'éteindre. Et là, ça va créer une petite fumée. Et on va passer cette fumée soit autour de nous, soit on va prendre les différents cristaux et la fumée va envelopper ces cristaux et ces bijoux en pierre naturelle. Une fois qu'on a passé ça pendant 3-4 minutes, on prend l'élément végétal, on le place dans l'ormeau et ça va clore le rituel. Voilà, c'est quelque chose qui prend 3-4 minutes, donc il n'y a pas besoin de consumer le bois de Palo Santo ou de sauge jusqu'à la fin. C'est intéressant de le laisser quelques minutes et puis ensuite de le placer dans l'ormeau. Et c'est comme ça qu'on réalise ce rituel. Il y a évidemment encore une fois des exceptions. Cette exception, cette fois-ci, c'est l'ambre. Alors une fois qu'on a purifié nos pierres, on les a dégagées de toute l'énergie négative, de toutes les énergies négatives qu'elles ont pu accumuler, eh bien on va les recharger, comme ça on va les regonfler en énergie, elles vont pouvoir commencer et continuer à retravailler. Elles vont retrouver tout leur potentiel énergétique. Là encore, il y a des petites subtilités. En fait, il y a des pierres qui sont plus avec une énergie yin et on va pouvoir les recharger sous la lune, sous le rayon lunaire, d'autres au soleil, ou il y en a d'autres évidemment pas du tout, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être rechargées, ou d'autres avec de la lumière du jour, mais pas de soleil direct. Donc là, encore une fois, j'ai fait un petit remaniement. L'ambre, encore une fois, l'exception qui confirme la règle, ce n'est pas une pierre qui a besoin d'être rechargée. En fait, elle est tellement positive, l'ambre, qui en fait, chimiquement au départ, c'est pas vraiment une pierre, c'est une résine qui est fossilisée, qui a mis 2 millions d'années à se fossiliser. Donc vraiment, c'est vraiment une exception, parce qu'on l'utilise comme pierre, mais elle est dans une formation qui est très différente des autres. Donc l'ambre n'a pas besoin d'être rechargée. Celle-ci, la plupart des pierres ont une énergie qui peuvent être rechargées au soleil. Pourquoi? Parce que ça ne pose pas de problème, mais justement, on va faire plutôt celles qui ne peuvent être rechargées que sous les rayons lunaires, parce que c'est justement ça l'exception. Par exemple, alors pour deux raisons, elles peuvent être rechargées, et elles doivent être rechargées que sur les rayons lunaires. La première, c'est qu'en fait, ces pierres sont photosensibles. C'est le cas de l'améthyste, c'est le cas de la kunzite par exemple, c'est-à-dire que quand on va les mettre au soleil, elles vont perdre leur couleur. Pas en 3 jours, pas en 1 mois, mais au fur et à mesure, elles vont perdre leur couleur. Donc elles vont devenir blanches. C'est le cas de l'améthyste, c'est le cas de la kunzite. Puis il y en a d'autres, en fait, tout simplement parce qu'elles ont une affinité naturelle avec la lune, comme la sélénite, comme la pierre de lune, comme le lapis lazuli. Voilà, ces pierres-là sont des pierres qui ont une affinité symbolique de base avec la lune, et du coup, leur énergie est plus liée à la lune. Donc, la sodalite, évidemment aussi, parce que c'est un composant du lapis lazuli, et la cyanite. Il y en a quelques-unes d'autres, la charoïte, l'azurite, voilà. Mais ces pierres-là ont une affinité qui est plus avec la lune. Tout le reste, soleil, pas de problème, avec évidemment 2 exceptions. Le quartz rose et la turquoise, qui ne supportent pas le soleil vraiment direct, parce que ce sont des pierres qui sont plutôt tendres, douces. Et donc du coup, elles vont se recharger à la lumière, mais pas sous un soleil direct. Et puis quelque part, il y a les pierres, vous pouvez les recharger sous ce que vous voulez. C'est l'obsidienne. Encore une fois, l'obsidienne a besoin d'être rechargée tout le temps, souvent, mais heureusement, elle peut être rechargée jour et nuit, donc il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de préférence, si vous voulez, pour l'obsidienne. Vous pouvez la recharger dès que vous s'en servez plus, et c'est plutôt comme ça que je vous l'indique, c'est-à-dire que, en tout cas, que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous la retirez, par exemple si vous êtes sous la douche, par exemple si vous allez dormir, parce que vous n'en avez peut-être pas besoin pour dormir, posez votre bracelet, posez vos pierres, et puis mettez-les à recharger, de manière à ce qu'elles soient opérationnelles et rechargées en énergie pour tout ce qui va vous accompagner dans la journée. Vous avez aussi des moyens pour accélérer ce processus de rechargement. En général, on met entre soit 3 heures sous le soleil, soit toute la nuit sous les rayons lunaires. Il n'y a pas besoin que ce soit à la pleine lune, et il n'y a pas besoin en fait que
la lune soit claire ou soit dégagée. Il suffit simplement que ce soit la nuit ou le jour. Ça, c'est important. Et ensuite, il y a des éléments qui vont permettre d'accélérer ce processus. Donc, ces éléments, c'est les géodes. Donc, la géode, en fait, de quartz ou d'améthyste, elles ont cette particularité d'avoir justement, comme on l'a vu dans le premier chapitre, en fait, dans un cristal prismatique comme ça, il y a une base et une pointe. Et en fait, l'énergie, elle va bien de la base vers la pointe. La géode, elle a cette particularité que du coup, toutes les pointes sont tournées vers l'intérieur, comme un four solaire par exemple. Donc là, en fait, l'idée c'est que l'énergie, elle va pointer vers la pierre ou les pierres ou le bijou en pierre naturelle que vous allez mettre dans cette géode. Géode de quartz pour le soleil, en fait, ça va avoir un effet concentrant comme le soleil. Géode d'améthyste pour la lune. Évidemment, je vous déconseille de mettre votre géode d'améthyste en plein soleil parce que, encore une fois, l'améthyste est photosensible. Le deuxième élément, c'est le plateau fleur de vie. Donc, il peut être en sélénite, comme nous on l'a, ou en pierre, ou en bois, ou en ce que vous voulez. L'important, il peut être même dessiné sur un bout de papier. L'important, c'est ce symbole de fleur de vie. En fait, c'est le symbole vraiment de l'énergie, de l'infini, de la graine de vie qui est répliquée plusieurs fois de manière en fait à régénérer cette énergie. Donc ça, vous placez vos pierres sur ce plateau en fleur de vie de manière à ce que vous ne pouvez pas en mettre une infinité parce que ces plateaux ne sont jamais très grands. Vous placez quelques pierres et ça va les recharger en énergie en général 1 à 3 heures. Justement, vous n'avez pas besoin de les placer toute la journée, 1 heure à 3 heures, largement, ça suffit pour pouvoir recharger ces pierres en énergie. Encore une fois, ces pierres-là, toutes les pierres que vous utilisez, l'important c'est de réaliser ces rituels, soit une fois par jour, quand c'est le cas par exemple des pierres que vous utilisez fréquemment ou qui ont besoin d'être rechargées très régulièrement, comme l'obsidienne ou la malachite si vous l'utilisez vraiment beaucoup, ou ça peut être des pierres, par exemple, la labradorite, c'est une pierre qu'on utilise, que les thérapeutes utilisent beaucoup parce qu'en fait, elle projette des projections énergétiques. Il y a des pierres voilà, qui travaillent beaucoup, qui sont en général toutes ces pierres de protection, la tourmaline noire, la moldavite sont des pierres très puissantes, les différentes opales. En fonction de la fréquence avec lesquelles vous les utilisez, il va falloir justement, ce serait intéressant de purifier et de recharger ces différentes pierres de manière aussi fréquente. C'est des pierres qui sont plus douces, par exemple, comme le quartz rose, comme la sélénite, comme la célestine, comme l'aigue-marine, par exemple, comme l'apatite, comme les calcites. Ça, ce ne sont pas des pierres qui ont besoin d'être rechargées tous les jours. C'est avec une fréquence qui va être plus light, voilà, moins fréquent. Pour le coup, 1 fois par semaine, c'est intéressant. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'utiliser les pierres, en tout cas la pierre que vous avez choisie, 1 fois par mois. L'idée, c'est d'utiliser ces pierres, ou la pierre, tous les jours. Donc, c'est quand même à minima intéressant de purifier ces pierres 1 fois par semaine. Vraiment, c'est, on va dire, la façon la plus rare de purifier ces pierres. Il faut la moins fréquente. Il faut vraiment les purifier de manière vraiment très régulière. Si par exemple vous utilisez la holite pour dormir, pour vous aider à vous endormir, d'avoir un bon sommeil et que ça marche bien, ça veut dire qu'elle aussi, elle vous a protégé la nuit. Donc, cette holite, dès que vous pouvez, vous la purifiez, vous la rechargez. Pour que, comme ça entretienne ce bon sommeil. Idem pour le quartz rose. Voilà. Après, les pierres qui sont des pierres de croissance, par exemple, l'œil de tigre, l'aigue marine, la citrine, l'aventurine, par exemple. Tout ça sont les pierres qui vont vous aider à grandir, à aller sur votre chemin, à attirer tout un tas de nouvelles choses. Ce pas des pierres qui vont absorber d'abord énormément d'énergie négative, elles vont plutôt rayonner. Donc du coup, elles n'ont pas besoin d'être rechargées tous les jours. Hein. C'est des pierres avec lesquelles vous allez travailler toujours, mais elles n'ont pas besoin d'être rechargées tous les jours. Régulièrement, mais pas tous les jours. L'idée, c'est qu'elles aient toujours cette énergie suffisante pour pouvoir vous amener et vous faire grandir et vous procurer cette énergie que vous sentez connectée avec l'énergie de cette pierre. Peut-être que vous avez envie d'aller plus loin, peut-être que vous avez vu une pierre, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette pierre-là, c'est la pierre que vous avez eue, c'est la pierre que vous avez, avec laquelle vous avez connecté, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle apporte, pourquoi finalement c'est vraiment cette pierre-là alors que ça ne correspond pas ni à votre couleur, ni vraiment une pierre dont vous avez entendu parler. Finalement, c'est une pierre qui s'est manifestée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien que je vais vous mettre justement dans la description ou dans le mail que je vous envoie.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que peut-être que ça va vous interpeller. Il y a quelque chose qui a un peu surgi en vous et vous vous êtes dit, mais c'est super, moi, ce que je veux, c'est aller plus loin. Cette énergie des pierres, ça me parle vraiment et je veux vraiment en faire mon métier et devenir lithothérapeute et faire ça vraiment tous les jours, ou en tout cas le mieux possible, et d'apprendre vraiment toutes les choses qu'il y a à savoir pour devenir un vrai lithothérapeute. Nous avons une formation certifiante en lithothérapie. En fait, c'est moi qui l'a fait et ça va être avec des heures qu'on va passer. Nous, ce n'est pas une formation vidéo, hein. Au contraire, l'idée, c'est de passer du temps ensemble, en one-to-one, justement pour approfondir et pour aller plus loin dans ses connaissances, pour pouvoir vraiment connecter avec l'énergie des pierres et vous donner tous les éléments énergétiques, géologiques, tous les rituels pour pouvoir être menés justement ces séances de lithothérapie à distance ou en physique, en soins énergétiques ou en thérapie d'accompagnement et devenir un véritable lithothérapeute. Voilà, je vous mets évidemment également ce lien dans la description et je vous dis à bientôt.